Chapitre 1. L'invitation à Wisteria Hollow. La lettre arriva un mercredi matin, son enveloppe crémeuse, épaisse et finement pressée, avec un léger parfum de lavande accroché au papier. Hercule Poirot, assis précisément à la table du petit déjeuner dans son appartement de Whitehaven Mansions, jeta un coup d'œil au courrier avec une légère curiosité. Il prit l'enveloppe entre deux doigts, la retourna pour examiner le blason. Une délicate glycine enroulée autour d'un W orné. Avec un petit signe de tête approbateur, il l'ouvrit et lut. « Monsieur Poirot, j'espère que vous pardonnerez l'imposition d'un étranger, mais votre réputation a atteint même les haies tranquilles de notre petit village. J'ai un besoin urgent de discrétion, d'intelligence et de délicatesse, autant de qualités que vous possédez, j'en suis sûr, en abondance. Veuillez considérer ceci comme une invitation à Wisteria Hollow, mon domaine dans le village de Woodleigh Common. Il n'y a pas eu de meurtre, vous comprenez, et pourtant je ne peux me défaire du sentiment que quelque chose cloche. Une ombre plane sur la maisonnée, et je crains, sans savoir exactement pourquoi, que le danger ne s'installe. Si vous décidez de venir, votre hébergement sera immédiatement organisé. Votre aide serait grandement appréciée. Bien à vous avec espoir, Arabella Winter. » Poirot relut la lettre 2 fois, chaque fois plus lentement. Finalement, il la posa et prit son café, le sirotant pensivement. De l'autre côté de la table, le capitaine Hastings, une présence familière quand Poirot ne travaillait pas seul, leva les yeux du journal. « Eh bien, mon vieux, encore une dame en détresse ?» Poirot haussa un sourcil. « C'est curieux, mon ami. Une lettre vaguement urgente, sans mention d'un crime, et pourtant l'instinct de Madame Winter est clairement troublé. Tu penses que ça vaut le coup d'y aller ? Mérite ou non, c'est convaincant, a déclaré Poirot. Je trouve que ce sont souvent les cas sans corps qui sont les plus révélateurs. Eh bien, dit Hastings en pliant son journal, un peu de campagne ne me déplairait pas, et j'aime bien ce nom, Wisteria Hollow. On dirait le genre d'endroit où il ne se passe jamais rien. » Poirot lui lança un regard entendu. « Et pourtant, Hastings, il s'est passé quelque chose. Sinon, la dame n'aurait pas écrit. » Woodleigh Common se trouvait niché dans un méandre des South Downs, un hameau de maisons délabrées, de prairies en pente, et d'un chemin solitaire qui serpentait entre les haies tel un ruban dans l'herbe. Alors que leur voiture franchissait la porte du village, Poirot contempla le paysage avec un léger dédain. « Charmant, murmura-t-il, mais terriblement asymétrique. » Hastings gloussa. « On ne peut pas s'attendre à ce que la campagne se comporte comme une place de ville belge. » « J'attends de lui qu'il se comporte avec ordre, » répondit Poirot. « Du moins dans ses affaires, sinon dans son architecture. » Wisteria Hollow apparut au bout d'une longue allée de gravier bordée de haies d'ifs taillés en serpentin. La maison elle-même était un élégant manoir géorgien dont la façade en pierre blanche était partiellement voilée par d'épaisses glycines qui tombaient du balcon supérieur, telle une cascade de dentelle violette. Un valet de pied est apparu alors que la voiture s'arrêtait, et quelques instants plus tard, la dame de la maison est apparue. Arabella Winter était grande, aux cheveux argentés, et son allure remarquable suggérait à la fois éducation et résilience. Ses yeux bleu pâle observaient Poirot avec une acuité qui lui laissait soupçonner qu'elle avait été autrefois d'une beauté redoutable, et qu'elle l'était peut-être encore. « Monsieur Poirot, » dit-elle avec un sourire qui effleurait à peine ses lèvres, « merci d'être venu. Je ne pouvais pas refuser, Madame Winter. Votre lettre m'a intrigué. » Elle incline la tête. « Entrez, s'il vous plaît. Vous devez avoir froid après le voyage. » En entrant, Poirot jeta un regard discret sur l'entrée. Un grand escalier montait en courbe vers l'aile est. Des peintures à l'huile ornaient les murs, principalement des portraits, certains austères, d'autres mélancoliques. La
La maison était silencieuse, mais pas vide. Quelque part au-dessus, de faibles notes de piano s'échappèrent d'une porte ouverte. Arabella les conduisit dans un salon au luxe discret. La cheminée crépitait et le thé avait déjà été servi avec le soin d'une personne respectueuse de la précision et du rituel. « Il n'y a pas de politesse à dire, » commença Arabella une fois qu'ils furent assis. « Mais je crois qu'on m'observe. » Poirot pencha la tête. « Chez toi ? » ?»« Oui, pas constamment, mais j'aperçois des bribes d'informations, des reflets dans le verre ou le bruit de quelqu'un dans l'escalier quand le couloir est vide. Au début, j'ai cru à mon imagination. Je ne suis pas une femme nerveuse, monsieur Poirot, mais ce sentiment est devenu plus persistant. Et hier... » Elle hésita, les doigts crispés sur sa tasse de thé. « J'ai trouvé quelque chose dans le labyrinthe du jardin. » L'intérêt de Poirot s'accrut. « Un labyrinthe, Madame Winter. » »« Oui, c'est assez vieux. Le domaine était autrefois beaucoup plus grand. Certaines parties sont devenues sauvages. Je vais rarement dans le labyrinthe. Mais hier, en me promenant près de la haie, j'ai entendu ce que j'ai cru être des rires aigus, étranges. Je suis entré et je n'ai rien trouvé, mais sur l'un des socles de pierre au centre, il y avait un seul gant, un vieux. Il appartenait à ma sœur. Poirot se pencha en avant. « Ta sœur ?»« Charlotte, » dit doucement Arabella. « Elle est morte il y a près de 30 ans, dans ce même labyrinthe. » Hastings se redressa. « Mort ? Comment ? » ?»« Noyée, » dit Arabella. « Il y a un petit bassin d'agrément au centre. Ils ont dit que c'était un accident. Mais Charlotte, elle avait peur de l'eau. Elle ne s'approchait jamais seule de ce bassin. » Poirot croisa les doigts. « Et ce gant, ce n'est pas celui que tu as mis là toi-même. »« Non, » dit-elle fermement, « c'était l'un des siens. Je m'en souviens parfaitement, en soie vert pâle avec un petit myosotis brodé au poignet. Ma mère l'a fait faire pour ses 18 ans. » Poirot resta silencieux un instant. « Et qui d'autre vit ici maintenant ?» L'expression d'Arabella changea. « Mon neveu, Gilles, le fils de Charlotte. Il est revenu il y a quelques mois après des années à l'étranger. Et ma filleule, Olivia. Elle est avec moi depuis la mort de sa mère au printemps dernier. J'ai aussi une femme de ménage, Madame Cray, et 2 employés. C'est tout. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Pardonnez-moi, madame, mais vous dites que le labyrinthe a été peu fréquenté. Et pourtant, quelqu'un a dû y entrer récemment pour y placer le gant. » »« Oui. Et ce neveu, Gilles, a-t-il déjà parlé de la mort de sa mère ?» Arabella hésita. Ce n'était qu'un enfant. Il se souvient à peine d'elle. Du moins, c'est ce qu'il dit. Poirot se leva, l'air vif. « Alors, madame, si vous le permettez, j'aimerais beaucoup inspecter ce labyrinthe de jardin. » Le regard d'Arabella croisa le sien, fixe et empli d'une terreur silencieuse. « Bien sûr. » Tandis que Poirot et Hastings la suivaient à travers la véranda et dans les jardins, l'air devint humide et immobile. Devant eux se dressaient les haies vert foncé du labyrinthe, tortueuses, ondulantes comme des vrilles de pensée, et au centre, à peine visible au-dessus des haies, se dressait le vieux piédestal du cadran solaire où le gant avait été retrouvé. « Il y a quelque chose de caché ici, Hastings, » murmura Poirot, « mais ce n'est pas seulement un gant, c'est un secret, et je ne pense pas qu'il souhaite rester caché. » Chapitre 2. Le labyrinthe et la mémoire. Le labyrinthe était plus ancien que la maison elle-même, du moins c'est ce qu'Arabella Winter lui avait expliqué tandis qu'il quittait le salon pour rejoindre l'autre extrémité du domaine. Bien que sa voix fût posée, Poirot sentait que retourner dans le labyrinthe la déstabilisait. Elle jetait sans cesse des coups d'œil par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à ce que le passé la rattrape.
ce fut Hastings qui prit la parole le premier, tandis qu'il se tenait à l'entrée, où de hautes haies de buis formaient l'entrée d'un tunnel obscur. Charmante à sa manière, dit-il en ajustant son écharpe pour se protéger de la brise fraîche de l'après-midi, même si cela a un côté plutôt funèbre. En effet, dit Poirot en plissant les yeux à l'entrée, la nature laissée à l'état sauvage devient sinistre. Ce n'est plus un jardin, mon ami, c'est un lieu de secret. Arabella se tenait juste derrière eux, ses mains gantées serrées contre elle. C'était magnifique autrefois. Mon père l'avait fait tailler en rosier Tudor. Au centre, il y a un bassin avec un banc en pierre et des socles pour les rosiers grimpants. En été, ça sentait le paradis. Et maintenant ? Demanda doucement Poirot. Maintenant, dit-elle, ça sent le moisi et la pourriture, mais je crois que les fantômes ont toujours été là, c'est juste que je les ignorais. Poirot inclina la tête, puis se tourna vers Hastings. On explore ? Le chemin à l'intérieur du labyrinthe était étroit, les haies effleurant les épaules de Poirot à leur entrée. L'air devenait plus frais et plus humide à chaque pas, et le sol sous leurs pieds devenait inégal. Des plaques de mousse s'accrochaient au pavé et les feuilles mortes craquaient doucement sous leurs pas. Ils marchèrent en silence pendant plusieurs minutes, suivant les tournants d'un pas posé. De temps à autre, Poirot s'arrêtait et regardait autour de lui, notant non seulement la disposition des lieux, mais aussi l'atmosphère, le silence pesant, le faible écho de leurs propres mouvements, l'absence de chant d'oiseaux. Finalement, ils débouchèrent au cœur du labyrinthe, une petite clairière circulaire où le ciel s'ouvrait au-dessus d'eux tel un dôme gris. En son centre se dressait un bassin de pierre peu profond, incrusté d'algues, reflétant la lumière terne comme de l'argent terni. À côté, 2 piédestaux brisés étaient penchés à des angles étranges et un banc bas était posé sous une treille depuis longtemps dégarnie. « C'est ici que j'ai trouvé le gant », dit Arabella d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Juste là, sur ce piédestal. » Poirot s'en approcha et s'accroupit pour examiner la surface usée. Une faible tache de lichen était visible, comme si quelque chose s'y était effectivement reposé jusqu'à très récemment. « Tu ne l'as pas touché ?» demanda-t-il. « Juste pour le ramasser, je l'ai emporté à l'intérieur et je l'ai enfermé. Tu l'as toujours ?» Elle hocha la tête. « Bien sûr. » Poirot se leva et commença à marcher lentement en rond autour de la piscine, inspectant les bords. « Et cette piscine, dit-il, est-ce là que votre sœur a été retrouvée ? » Oui, à plat ventre. Elle s'était égarée pendant une garden party. Quand nous avons constaté sa disparition, nous avons fouillé le labyrinthe. C'est moi qui l'ai retrouvée. La voix d'Arabella se brisa et elle détourna le regard. Je n'ai jamais pu l'oublier. Ses cheveux étalés comme des algues, sa main agrippée au bord de la pierre. Le regard de Poirot se porte vers le bas. Le bord du bassin était bas, l'eau peu profonde. Quelle est sa profondeur ? Peut-être 60 centimètres, à peine assez pour se noyer, à moins de tomber, de se cogner la tête, ou d'être poussé. Hastings émit un léger sifflement. « Vous croyez que c'était un meurtre ? » « Je crois, dit lentement Arabella, qu'elle n'était pas seule et que quelqu'un lui voulait du mal. » Poirot croisa les mains derrière son dos et fit de nouveau les 100 pas autour du piédestal. « Vous dites que c'est arrivé il y a 30 ans ? » Oui, Charlotte avait 19 ans. C'était dévastateur. Mon père s'est complètement renfermé. Ma mère n'en a plus jamais parlé. L'enquête a conclu à un accident. « Et Gilles ? » demanda Poirot. « Quel âge avait-il ? » 5. Il était chez sa nounou à Londres ce week-end-là. Il n'est plus jamais revenu à la maison jusqu'à récemment. « J'aimerais lui parler, » dit Poirot. « Et à votre filleule, Olivia. Tous ceux qui vivent ici doivent me parler. » Arabella hocha la tête. « Bien sûr, ils prendront
écoutez cet après-midi, je ferai les présentations. Poirot tourna à nouveau son regard vers le bassin recouvert de mousse. Madame Winter, dit-il doucement, qui aurait cru que votre sœur serait dans le labyrinthe ce jour-là? Elle parut surprise. Enfin, tout le monde, je suppose. La garden party était informelle. Les gens déambulaient librement. Mais Charlotte m'avait dit qu'elle avait l'intention d'y rencontrer quelqu'un. Quelqu'un? Elle n'a jamais dit qui c'était. Elle était très secrète. C'est ce qui rendait la situation si exaspérante. L'expression de Poirot devint grave. Ceci, madame, n'est plus seulement exaspérant, c'est potentiellement significatif. Une rencontre secrète dans un labyrinthe isolé, suivie d'une mort inexpliquée. Ce n'est pas une coïncidence. Arabella frissonna, même si le vent n'avait pas soufflé. Tu crois que la personne qu'elle voulait rencontrer l'a peut-être tuée? Poirot la regarda droit dans les yeux. Je l'ignore encore. Mais je crois que quelqu'un dans cette maison en a peut-être connaissance. Et s'ils ont placé ce gant sur le piédestal, ce n'était pas pour pleurer, c'était pour rappeler, pour avertir. Ils recommencèrent à rebrousser chemin à travers le labyrinthe, Poirot notant silencieusement chaque virage et chaque bifurcation du chemin. Une fois de retour à l'air libre, Arabella s'excusa pour préparer le thé, laissant Poirot et Hastings se diriger vers la maison. Elle a raison pour cet endroit, dit Hastings. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Ça donne la chair de poule. Poirot ne répondit pas immédiatement, puis il dit « La peur règne dans cette maison, Hastings, mais elle est tenace. Je soupçonne que bien des vérités se sont déformées avec le temps, comme les vignes de ce labyrinthe. Tu crois que Gilles sait quelque chose? Même après toutes ces années? C'est possible, dit Poirot. Les souvenirs sont comme des puzzles. Parfois, un enfant voit plus qu'il ne comprend, et parfois, des années plus tard, il assemble les pièces. De retour à la maison, le salon était prêt pour le thé. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant une lueur pâle sur les plateaux d'argent et les tasses de porcelaine. Arabella était déjà assise, et à côté d'elle se tenaient deux silhouettes, une jeune femme aux cheveux auburn, délicatement posée, et un homme d'une trentaine d'années, large d'épaules et attentif, au visage trop peu expressif. « Monsieur Poirot, permettez-moi de vous présenter mon neveu, Giles Winter, et ma filleule, Olivia Merrick. » Poirot s'inclina poliment, son regard parcourant tour à tour chaque visage. « Avec plaisir, monsieur, mademoiselle. » Gilles hocha brièvement la tête. « Ma tante m'a dit que vous étiez ici pour un gant. » Poirot sourit, entre autres choses. Cela semble un peu exagéré de faire appel à un détective pour un morceau de soie oublié. « Rien n'est oublié, monsieur, » dit Poirot d'un ton léger. « Pas vraiment. » La bouche de Gilles se serra, mais il ne dit rien. « Et vous, mademoiselle Merrick ?» demanda Poirot. « Avez-vous trouvé quelque chose d'étrange dans le jardin ces derniers temps ?» Olivia soutint son regard. Sa voix était douce. « Je ne m'approche pas du labyrinthe. » « À cause de ce qui s'est passé là-bas ?»« Non, dit-elle, parce qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose nous observe. » Il y eut un silence après cela, rompu seulement par le carillon lointain de l'horloge sur la cheminée. Le sourire de Poirot s'estompa légèrement. « Alors, mademoiselle, il est peut-être temps de voir qui nous observe et pourquoi. » Chapitre 3. Murmure sous le lierre. Le salon était somptueux, tout en draperie de velours et paysages au cadre doré, mais l'atmosphère était loin d'être chaleureuse. Tandis qu'Olivia versait le thé avec une grâce experte, Poirot observait chaque mouvement, le léger tremblement de sa main, la façon dont son regard se posait sur Gilles alors qu'elle pensait que personne ne le remarquait. « Vous vivez ici depuis longtemps, mademoiselle Merrick ?» demanda Poirot
acceptant une tasse. Depuis mes 13 ans, répondit-elle, mes parents sont morts dans un accident de train et tante Arabella m'a recueillie. Je suppose que cet endroit est le seul foyer que j'ai jamais vraiment connu. Et vous, monsieur Winter? Poirot se tourna vers Gilles, qui se tenait devant la cheminée, le dos droit, les bras croisés. J'ai été à l'étranger, en Inde principalement. Je suis rentré il y a quelques mois. Pour reprendre le domaine? Demanda Hastings. Giles eut un sourire sec. Pas vraiment. L'horticulture et les garden parties ne m'intéressent pas. Je suis revenu parce que ma tante me l'a demandé. Elle avait besoin d'aide pour gérer la propriété. C'est généreux de votre part, dit Poirot d'une voix douce. Je fais ce que je peux. Il y avait une tension dans les paroles de Gilles, une tension qui semblait se resserrer à mesure qu'il restait dans la pièce. Olivia le regarda de nouveau, cette fois avec une pointe de méfiance. Poirot le remarqua avec une satisfaction intérieure. Chaque regard, chaque silence racontait une histoire. Arabella a parlé du gant, dit Poirot en posant sa tasse. Elle pense qu'il pourrait être lié à la mort de sa sœur Charlotte. Je ne vois pas comment, dit Gilles d'un ton neutre. Vous n'étiez qu'un enfant à l'époque, poursuivit Poirot, mais vous avez dû entendre des murmures. Les domestiques ragotent, les villageois spéculent. N'avez-vous jamais, monsieur, remis en question la réalité des faits? Le chagrin de ma tante a déformé sa mémoire, a raconté Gilles. Charlotte a glissé. Elle est tombée. C'était un accident. C'est ce que l'enquête a conclu. Poirot tapota ses doigts, et pourtant le gant apparaît, des années plus tard, placé à l'endroit précis où Charlotte est morte. Pensez-vous que ce soit une coïncidence? Giles ne répondit pas, mais sa mâchoire se serra. Il n'était pas là la veille, dit soudain Olivia. Tous les regards se tournèrent vers elle. Je me promène dans les jardins presque tous les matins, ce piédestal était vide. Tu l'as vu placé? Demanda doucement Poirot. Non, mais j'ai vu quelqu'un quitter le labyrinthe juste avant le déjeuner, depuis la fenêtre de ma chambre. OMS. Elle hésita. Je n'ai pas su dire. Il portait un long manteau. Ça aurait pu être n'importe qui. Intéressant, murmura Poirot. Il se déplaçait précipitamment, comme pour ne pas être vu. Je le pensais, oui. Hastings se pencha en avant. Cela ne suggère-t-il pas de la culpabilité? Ou la peur, dit Poirot. On confond souvent les deux. Olivia serra plus fort sa tasse de thé. Tu crois que quelqu'un essaie d'effrayer tante Arabella? C'est une possibilité, répondit Poirot, bien que je ne sache pas encore si l'intention est de l'effrayer ou de la mettre en garde. Un coup frappé à la porte du salon les interrompit. Une femme de chambre entra, faisant une révérence nerveuse. « Pardon, mademoiselle Winter, mais monsieur Ellery est arrivé. Il dit qu'il est venu pour les plans du jardin d'été. » Arabella parut légèrement surprise. « Faites-le entrer dans le bureau. »« Qui est Ellery ?» demanda Hastings une fois la porte fermée. « Notre architecte paysagiste, » dit Arabella. « Il vient d'être embauché. Il nous a été recommandé par un cabinet de Bath. Il est vraiment talentueux. » Poirot se leva. « Si vous le souhaitez, j'aimerais le rencontrer. » Ils trouvèrent M. Ellery dans le bureau, un homme d'une quarantaine d'années, soigneusement vêtu d'une veste cirée et d'une écharpe à carreaux. Il avait l'air nerveux et endurci par les intempéries, celui qui a passé la majeure partie de sa vie dehors. Lorsque Poirot entra, Ellery se leva et lui tendit une main ferme. « Ah, monsieur Poirot, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de vous. Votre nom a un certain prestige. » « Je fais de mon mieux pour le mériter, » répondit Poirot en s'inclinant légèrement. « Et vous travaillez au jardin ici? »« Ça ne fait que commencer, » dit Ellery en sortant un rouleau de croquis de sa sacoche en cuir.
parle de replanter la pelouse est et de raviver les vieux massifs de roses. C'est un endroit grandiose, mais il a connu des jours meilleurs. Poirot l'observa. Connaissez-vous le labyrinthe? Bien sûr. C'est une vieille chose bizarre, déformée. La moitié des chemins sont envahis par la végétation. Tu y es allé récemment? Ellery fronça les sourcils. Pas avant une semaine ou deux, j'ai laissé tomber jusqu'à ce que j'ai fini de cartographier les jardins extérieurs. Poirot pencha la tête. Alors, tu n'aurais rien mis là, disons, un gant de femme? Les sourcils d'Ellery se haussèrent. Non, pourquoi le ferais-je? C'est là, dit doucement Poirot, la question. Après le départ d'Ellery, Poirot et Hastings retournèrent dans l'aile des invités. Dehors, la lumière avait changé, de pâles nuages flottaient dans le ciel comme la lente fermeture des rideaux. Il y a quelque chose qui cloche chez cet homme, marmonna Hastings. Peut-être, dit Poirot, ou peut-être est-il simplement confus. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas qu'il soit notre principal suspect. Alors qui est-ce? Poirot resta silencieux un instant. Je ne sais pas. Mais celui qui a placé ce gant l'a fait pour une raison. Ce n'était pas simplement de la nostalgie, c'était un message. À Arabella? Peut-être. Ou à quelqu'un d'autre qui en comprendrait le sens. Ils passèrent devant un petit palier où une horloge de parquet antique tic-taquait solennellement. Poirot s'arrêta et caressa la rampe polie. Il règne dans cette maison une froideur, Hastings. Non pas une froideur de température, mais une vérité cachée. Chacun ici sait quelque chose, et chacun fait semblant de l'ignorer. Tu penses que Giles ment? Poirot réfléchit. Il se cache, c'est sûr. Mais est-ce par culpabilité ou par protection? Je l'ignore encore. Et mademoiselle Olivia, elle a peur, certes, mais pas seulement du passé. Tu crois qu'elle sait qui a placé le gant? Je crois qu'elle se doute de quelque chose. Et peut-être a-t-elle des raisons de ne pas parler. Ils furent interrompus par un léger bruit, comme un grincement de bois ou une porte qui se referme quelque part au fond de la maison. Poirot se retourna. Allons faire un tour dans le couloir ouest. Non, quelque chose m'attire là-bas. Le couloir était long et sombre, bordé de portraits ancestraux. Au fond, ils découvrirent un étroit escalier menant à ce qui semblait être une cave latérale. La porte était entr'ouverte. Poirot descendit lentement, suivi par Hastings. La cave était tapissée d'étagères remplies de conserves et de bouteilles de vin poussiéreuses. Mais sur le côté se dressait quelque chose d'inattendu. Un vieux bureau, couvert de toiles d'araignée. Poirot s'approcha. Sur le bureau se trouvait un tiroir peu profond, à moitié ouvert. À l'intérieur, il trouva une pile de papier jauni et au sommet, une feuille de papier à lettres décolorées aux armoiries de la famille Winter. Poirot lut attentivement à voix haute. « Ma chère Charlotte, je te retrouverai au labyrinthe peu après 15 heures. Je dois te parler avant que tout soit décidé. S'il te plaît, viens seul. » Hastings émit un léger sifflement. « Une lettre du jour de sa mort ?»« C'est possible, » dit Poirot. « Mais il n'est pas signé, et il n'y a pas de date. » Il tourna la page. Rien, vide, et pourtant, le ton était indéniablement urgent, voire désespéré. Hastings se pencha pour regarder de plus près. « Tu crois que c'est réel ?»« Je pense que c'est une pièce d'un puzzle que nous commençons seulement à voir. » Poirot glissa soigneusement la lettre dans son manteau. « Allons, Hastings, le passé parle. Il nous faut simplement apprendre à écouter au bon moment. » Chapitre 4. Secret au clair de lune. Plus tard dans la soirée, l'atmosphère de Winter Hall s'imprégna d'un calme étrange et d'un malaise profond. Le grand manoir n'était jamais silencieux au sens traditionnel du terme. Le parquet craquait, les tuyaux grinçaient et le vent faisait vibrer le lierre contre les vieilles fenêtres.
Mais ce soir-là, le silence était revenu. C'était le genre de silence qui fait murmurer instinctivement, de peur de déranger quelque chose d'invisible. Poirot et Hastings dînèrent seuls dans le plus petit des deux salons, servis par un valet de pied au visage impassible qui croisait à peine leurs regards. Poirot, toujours méticuleux, examina l'argenterie, les plis de sa serviette et même le beurrier avec un soin méticuleux, même si Hastings sentait bien que son esprit n'était pas concentré sur la nourriture. « Je n'aime pas ce silence, mon ami, » dit enfin Poirot en coupant une poire pochée avec précision. « C'est trop contrôlé, comme si quelqu'un ici s'efforçait de tout garder en ordre. Tu veux dire que quelqu'un fait comme si tout allait bien? Mais oui, c'est exactement ce que je veux dire. » Poirot s'essuya délicatement la bouche avec une serviette en lin. C'est le comportement de ceux qui craignent le retour du chaos. Hastings jeta un coup d'œil par la fenêtre, là où le clair de lune éclairait la cime des ifs du labyrinthe. « Tu crois que quelqu'un a peur de ce qui s'est réellement passé à l'époque? » « J'en suis sûr. » Poirot baissa la voix, et je pense que le labyrinthe du jardin est plus qu'un simple symbole. C'est une scène, un lieu choisi délibérément. Comme interpellée par ces paroles, Arabella Winter entra dans la pièce. Son châle gris était serré autour de ses épaules et son expression était indéchiffrable. « Monsieur Poirot, dit-elle doucement, j'aimerais vous montrer quelque chose. Venez, il vaut mieux le faire au clair de lune. » Hastings leva les yeux, surpris, mais Poirot se leva sans hésiter. « Avec plaisir, madame. » Elle les conduisit à travers les couloirs et les fit sortir par une porte latérale dans la fraîche nuit printanière. L'air sentait vaguement la terre humide et les premières fleurs. Un étroit sentier de pierre serpentait à travers le jardin est, et au-delà, les hauts murs verts du labyrinthe se dressaient comme un sombre secret. « Je ne suis pas venu ici la nuit depuis la mort de Charlotte, » dit doucement Arabella en s'arrêtant devant l'entrée voûtée. « Mais j'adorais ça, comme tout le monde. » Poirot jeta un coup d'œil aux haies. « C'est très vieux, n'est-ce pas? Depuis des siècles. La famille l'a entretenu de génération en génération. Aujourd'hui encore, nous le faisons tailler 2 fois par an, même s'il est devenu plus décoratif que pratique. » Et le piédestal? Arabella hésita. Ça a été ajouté après la mort de Charlotte. Une sorte de mémorial. Je pensais que ça apporterait la paix. Ça n'a pas été le cas. Elle prit une grande inspiration et entra. Poirot la suivit, les mains jointes dans le dos, suivi de près par Hastings. Le labyrinthe n'était pas vaste, mais il était intelligemment conçu, avec ses courbes et ses intersections destinées à désorienter. La lune projetait de longues ombres ondulantes, transformant les haies en silhouettes imposantes. Arabella les conduisit infailliblement jusqu'à la clairière centrale, où le piédestal de marbre blanc se dressait tel une sentinelle. Cette fois, il n'y avait pas de gants, seulement le souvenir. « Je suis venue ici la veille de la mort de Charlotte, » dit-elle. « Elle m'avait confié quelque chose qui la troublait. Elle n'a pas précisé ce que c'était, seulement qu'elle comptait en parler à quelqu'un le lendemain. »« A-t-elle dit qui ?» demanda doucement Poirot. « Non, juste que c'était quelqu'un de proche de la famille. » Les yeux d'Arabella s'assombrirent. Je lui ai demandé si elle voulait que je sois là. Elle a dit non. « Il faut que je le fasse seule, » m'a-t-elle dit. Alors je l'ai laissée partir. Tu n'as jamais su qui elle a rencontré? Arabella secoua la tête, seulement qu'on l'a retrouvée ici le lendemain matin. Gisant près de ce piédestal, elle s'était brisé le cou. Poirot se déplaça lentement autour de la base de la pierre, et l'enquête a conclu à un accident. Oui, ils
Ils ont dit qu'elle avait dû tomber, qu'elle avait trébuché et s'était cogné la tête. Mais tu n'y croyais pas? Non, dit-elle simplement. Poirot s'accroupit près du piédestal et examina attentivement la base. Il caressa les bords moussus de ses doigts, puis marqua une pause, fouillant dans son manteau pour en extraire un petit canif. Il en sortit un éclat de pierre d'une fissure. Quelque chose scintilla. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hastings. Poirot le brandit, un fragment de métal terni par le temps, pas plus gros qu'une punaise. « Du laiton, murmura-t-il, lissé par le temps. Curieux, non ?» Arabella se pencha. « Ça pourrait faire partie de quelque chose. » Poirot empocha le fragment. « C'est possible. Ou peut-être rien. Mais on ne néglige pas le moindre indice. » Alors qu'il quittait le labyrinthe et retournait vers la maison, Arabella semblait perdue dans ses pensées. Poirot lui emboîta le pas. « Madame, votre sœur avait-elle des relations amoureuses à l'époque ?»« Charlotte? Oui, même si elle n'en parlait jamais directement. Il y avait des rumeurs, le jardinier peut-être, ou une voisine. C'était une fille passionnée. Quelqu'un a désapprouvé ses choix. » Les yeux d'Arabella vacillèrent. « Mon père, il était strict, surtout sur les apparences. Un scandale familial aurait alors pu être très malvenu. Profondément. » Poirot hocha la tête. « Vous ne vous souvenez donc pas du nom du jardinier? Il s'appelait Alan Parr. Il est parti peu après la mort de Charlotte. Certains ont dit qu'il s'était enfui par culpabilité. D'autres ont dit qu'il avait été renvoyé. « Je vais devoir le retrouver, » dit Poirot. En rentrant, Hastings fronça les sourcils. « Tu ne penses tout de même pas que cet Alan Parr l'a tué, n'est-ce pas ?» Poirot resta silencieux un instant, puis parla doucement. « Non, Hastings, je ne le fais pas. » Il attendit qu'il soit à nouveau seul avant de poursuivre. « Je pense que la mort de Charlotte Winter n'était pas un crime passionnel, mais un acte de panique. Et le gant, il n'a pas été laissé par le tueur, mais par quelqu'un qui veut enfin que la vérité soit connue. » Hastings se renversa dans son fauteuil. « Alors, il faut trouver qui c'est. »« Exactement, » dit Poirot en joignant les doigts. « Et il faut agir vite. » Dehors, le vent s'est à nouveau levé, faisant vibrer les vignes comme des doigts sur du verre. Cette nuit-là, Poirot ne dormit pas. Il était assis près du feu, un petit carnet à la main, et notait des noms, des dates et des phrases énigmatiques. Giles Winter, Olivia Merrick, Arabella, Alan Parr, la lettre de la cave, le fragment de laiton, le gant. Tout était connecté. Mais comment, à 2 heures du matin, un bruit résonna dans le couloir, des pas légers, posés. Poirot se leva et ouvrit doucement sa porte. Au bout du couloir, à peine visible dans la faible lumière, une ombre se glissa dans l'une des chambres d'amis. Pas Gilles, pas Olivia. Poirot plissa les yeux. Sans un bruit, il le suivit. Chapitre 5. La chambre fermée à clé. Poirot avança doucement dans le couloir, l'épaisse moquette étouffant ses pas. Le couloir n'était éclairé que par la faible lueur de la lune qui filtrait à travers les hautes fenêtres cintrées. Au fond, une porte se referma avec un claquement final et doux. Poirot marqua une pause, les yeux plissés. Il savait que la pièce dans laquelle la silhouette était entrée appartenait à Olivia Merrick. Il attendit, comptant silencieusement, 1, 2, 3, puis se rapprocha. Arrivé à la porte, il remarqua qu'elle était verrouillée de l'intérieur. Il frappa doucement. « Mademoiselle Merrick, c'est Hercule Poirot. Vous allez bien ?» Il y eut un silence, assez long pour suggérer une hésitation, puis la porte s'ouvrit en grinçant de quelques centimètres. Olivia se tenait en robe de chambre, les cheveux détachés sur les épaules, les
expression indéchiffrable. « Monsieur Poirot, dit-elle avec un calme forcé, que faites-vous donc à errer dans les couloirs à cette heure-ci » ? « Je pourrais vous poser la même question, » répondit Poirot d'une voix douce. « C'est inhabituel, n'est-ce pas, de se promener si tard, à moins que quelque chose ne pèse sur nous. » Ses yeux ont clignoté l'espace d'un instant. « Je n'ai pas pu dormir, c'est tout. » « Tu semblais pressé d'atteindre ta chambre. » Olivia leva le menton. « Si tu insinues quelque chose... » « Non, non, » interrompit doucement Poirot. « Je ne sous-entends rien, mais je dois vous demander, avez-vous emporté quelque chose dans votre chambre? Une lettre, peut-être? Un petit objet ?» Elle hésita encore. Puis, tout à coup, elle ouvrit la porte plus grande. « Entrez si vous le voulez, mais je n'ai rien à cacher. » Poirot entra. La pièce était chaleureuse, bien meublée et féminine. Rideaux lavande, quelques livres près du lit, un vase en porcelaine rempli de fleurs séchées, rien ne semblait déplacé. « J'ai trouvé quelque chose plus tôt dans la journée, » dit Olivia en se dirigeant vers son bureau. « On l'a glissé sous ma porte, une vieille photo, pas de mots, pas d'explication. » Elle le récupéra et le tendit à Poirot. Il était jauni par le temps. 3 jeunes filles se tenaient près du labyrinthe. Arabella, Charlotte et une troisième, vaguement familière. « Ma cousine Violette, » dit Olivia. « Elle est morte il y a des années, dans un accident de voiture. » Poirot examina attentivement l'image. Tous les 3 ont l'air heureux. C'était le cas avant que les choses changent. « Quelle chose, mademoiselle ?» Elle s'assit au bord de son lit et soupira. « Ma famille est pleine de secrets, monsieur Poirot. Je pensais que le temps les adoucirait, mais il ne fait que les dissimuler comme des mauvaises herbes sous un manteau de neige. Et maintenant quelqu'un cherche à les dénoncer? Oui. » Elle hésita. « Je crois que Charlotte a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû découvrir, et je pense que celui qui a laissé ce gant veut s'assurer qu'on n'oublie pas. » Poirot rangea la photo dans sa poche. « Merci, mademoiselle. Vous m'avez été d'une grande aide. » Alors qu'il sortait de la pièce, il entendit le léger clic de la serrure se remettre en place. Le lendemain matin, la pluie tomba. Des nuages gris planaient au-dessus de Winter Hall et le crépitement des gouttes sur les fenêtres résonnait dans les couloirs. Poirot et Hastings rejoignirent Arabella dans la salle à manger. Giles arriva en retard, pâle et débraillé, une flasque de whisky à moitié cachée dans la poche de sa veste. Olivia était remarquablement absente. « Mademoiselle Merrick a mal à la tête », expliqua doucement Arabella. « On lui demande de ne pas être dérangée. » Poirot hocha la tête. « C'est compréhensible. Cette maison a le don de raviver les vieilles douleurs. » Giles grogna. « Il lui faut un bulldozer et un bon feu. » Arabella grimaça. Poirot s'adressa directement à lui. « Monsieur Winter, vous avez mentionné hier que Charlotte avait écrit des lettres à quelqu'un que vous pensiez être le jardinier. »« Oui, Alan Parr. Il était jeune, beau et du village. Il a travaillé ici l'été où Charlotte est morte. Avez-vous déjà lu ces lettres ?» Gilles rougit. « Non, mais je l'ai vu les sortir en douce jusqu'au vieux hangar près du verger. Elle les cachait derrière une planche mal fixée. J'ai vérifié une fois après sa mort. Ils avaient tous disparu. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Et personne ne t'a vu ?»« Pas à ma connaissance. » Poirot tapota pensivement ses doigts. « Auriez-vous l'amabilité de me montrer ce hangar ?» Ils traversèrent le jardin détrempé, jupes et manteaux traînant dans l'herbe mouillée. Le verger se dressait dans une brume épaisse au-delà de la haie, et en son cœur se dressait un hangar en bois tordu, à moitié englouti par le lierre. Gilles ouvrit la porte d'un coup de pied avec un grognement. À l'intérieur, il y avait de la poussière, des outils cassés et une odeur persistante de moisi.
latte de bois. Tiens, murmura-t-il, une petite planche craqua sous son contact. Il la retira, vide. Mais derrière, maladroitement rangé dans un coin en soie d'araignée, il restait quelque chose, un bout de papier, jauni et déchiré. Poirot le récupéra délicatement. Seulement une partie d'une page, murmura-t-il. Mais ça suffit. L'écriture était penchée et élégante, on pouvait y lire, et s'il le dit à Père, tout sera gâché. Je ne peux pas le supporter, je lui parlerai demain, quoi qu'il arrive, avec toute mon affection, c'est comme Charlotte, dit Hastings. Poirot hocha la tête. Et une menace, s'il le dit à Père, un secret vraiment dangereux. Tu crois que c'était à propos du jardinier ? Demanda Gilles. Poirot étudia le mot. C'est possible, mais il faut envisager une autre possibilité, que le « il » en question soit quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, Poirot demanda à s'entretenir avec Arabella dans son salon privé. La lumière extérieure avait encore diminué, plongeant tout dans des nuances de gris. « Monsieur Poirot, dit-elle à son entrée, vous avez trouvé quelque chose ? » « Je crois que oui, dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Pardonnez-moi, madame, mes questions directes, mais le temps presse. Demandez ce que vous voulez. Votre père était-il un homme dur ?» Arabella cligna des yeux. Il avait des exigences, très élevées, mais il nous aimait, à sa manière. Et Charlotte l'a-t-elle jamais défié ? Arabella détourna le regard. Oui, mais une seule fois. Elle a menacé de s'enfuir avec quelqu'un qu'il n'approuvait pas. Poirot se pencha en avant. Qui ? Alan Parr. C'était donc le jardinier. Arabella hocha la tête. Père était furieux. Il disait que ça déshonorerait la famille. Charlotte était furieuse. Mais, le lendemain, elle était morte. Poirot dit doucement. Ton père l'a-t-il déjà menacé ? Arabella hésita. Il a dit des choses sous le coup de la colère. Je les ai trouvées cruelles, mais pas dangereuses. Poirot se leva. Merci, madame. Une dernière question. Quand votre père est-il mort ? 2 ans après Charlotte. Il ne s'en est jamais vraiment remis. Curieux, murmura Poirot. Tant de chagrin, et pourtant aucune tentative de réexaminer l'affaire. Les yeux d'Arabella s'assombrirent. Il voulait l'enterrer, comme tout le reste. Plus tard dans la soirée, Poirot et Hastings se tenaient de nouveau près du piédestal, au cœur du labyrinthe. La pluie ruisselait des haies. Tout était calme. Poirot s'agenouilla et inspecta à nouveau la base. « Il y a quelque chose dans cet endroit, Hastings, dit-il. Un souvenir gravé dans la pierre. Que veux-tu dire ?» Poirot tapota le socle du poing. Un son creux résonna. Il y a de l'espace en dessous. Un compartiment peut-être. Hastings l'aida à dégager la mousse et les feuilles. En dessous, un panneau bougea légèrement. Poirot l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un mouchoir de soie plié, cassant à force d'usure, et en dessous, une enveloppe. Cachetée à la cire, il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait une dernière lettre, l'écriture de Charlotte. « À quiconque trouvera ceci, s'il m'arrive quelque chose, sachez que je ne suis pas tombé. J'ai été poussé. Il a dit que je gâcherais tout, qu'il ne pouvait pas me laisser parler. Je n'ai pas peur, mais je ne serai pas réduit au silence pour toujours. » Poirot se leva lentement. Elle savait qu'elle risquait de mourir. Et elle a laissé ceci comme preuve. Oui. Le visage de Poirot était grave. Et maintenant, Hastings, l'étau se resserre. Car ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. Et le tueur, lui, est toujours là. Chapitre 6. Les ombres du mobile. Ce soir-là, le salon était plus calme qu'il ne l'avait été depuis des jours. L'orage extérieur s'était fait plus pressant, faisant trembler les fenêtres comme des doigts impatients. À l'intérieur de Winter Hall, le feu crépitait dans l'âtre, projetant de longues ombres vacillantes sur les murs lambrissés.
assis en silence, sirotant un verre ou faisant semblant de lire. Poirot se tenait près de la fenêtre, les bras croisés derrière le dos, son reflet flou dans la vitre. Hastings était affalé dans un fauteuil voisin, le front plissé par ses pensées. « Vous croyez que la lettre était authentique ?» demanda doucement Hastings. Poirot hocha la tête. « C'est sans aucun doute la main de Charlotte, et le ton, la structure du message, tout cela est empreint de sincérité. Elle craignait pour sa vie, mon ami, ce n'est pas rien. Mais si elle craignait d'être réduite au silence, pourquoi ne pas aller voir la police ?»« Ah, dit Poirot en se retournant, songez à l'époque, songez à sa situation, une jeune femme déjà en disgrâce auprès de son père, risquant un scandale encore plus grand si elle révélait l'identité de son prétendant. Et si la menace ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de la famille ?» Hastings fronça les sourcils. « Tu crois que l'un d'eux… » « Je pense que quelqu'un craignait que Charlotte ne le sache. Peut-être à propos d'un secret qui dépassait le cadre de l'amour. » À ce moment précis, la porte s'ouvrit en grinçant et Olivia entra, l'air pâle et renfermée. Elle s'assit près du feu sans un mot, le regard perdu dans le vide. Arabella l'observait de l'autre côté de la pièce. Poirot capta son regard, bref mais chargé de quelque chose, du malaise, de la pitié. Poirot s'avança. « Madame Arabella, dit-il doucement, puis-je vous parler en privé ?» Elle lui jeta un coup d'œil, puis hocha la tête. Ils se retirèrent dans la bibliothèque adjacente. Une fois la lourde porte refermée derrière eux, Poirot se retourna. « Tu m'as dit une partie de la vérité, » dit-il. « Mais pas tout. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Quelque chose de plus concernant la nuit où Charlotte est morte. » Arabella semblait fatiguée. Son visage avait perdu toute maîtrise. « Elle est venue me voir ce soir-là, » avoua-t-elle. « Après le dîner, elle pleurait. » Poirot attendait. Elle a dit qu'elle allait tout dire à Père, qu'elle avait été trompée. Pas seulement par Alan, mais aussi par quelqu'un d'autre. Un proche. Elle a dit qu'elle en avait fini avec les secrets et les mensonges, qu'elle se fichait du prix. Elle n'a pas nommé la personne? Arabella secoua la tête, seulement qu'elle avait été trahie. Poirot hocha lentement la tête, et ensuite, « Je lui ai dit d'attendre. Ce matin-là serait meilleur, plus calme, mais elle est partie en trombe. C'est la dernière fois que je l'ai vue vivante. » Le regard de Poirot s'aiguisa. Que voulait-elle dire par tromper? Arabella hésita. Je me suis souvent demandé si elle avait découvert quelque chose au sujet de l'héritage. Il y avait déjà des rumeurs à l'époque à propos d'un faux codicille dans le testament de Père, à propos de quelqu'un qui risquait d'en tirer plus qu'il n'aurait dû. Quelqu'un avec un motif pour faire taire Charlotte. Arabella ferma les yeux. Oui. De retour dans la chambre de Poirot, il étala les indices sur un bureau. La photo des 3 filles, la lettre déchirée, le dernier mot de Charlotte, le nom du jardinier. Hastings regarda par-dessus son épaule. « Tu crois toujours qu'Alan Parr était impliqué ?» Poirot tapota la photo. Son nom apparaît trop souvent pour être une coïncidence. Mais s'agit-il d'un amant, d'un pion ou d'une fausse piste? Reste à savoir. J'ai pris la liberté de le faire venir. Il vit toujours au village. Tu penses qu'il parlera librement? Si la vérité n'a jamais été à lui de la cacher, oui. Mais je pense aussi qu'il y a quelqu'un ici, quelqu'un présent à Winter Hall, qui a menti sur cet été-là. Et nous sommes maintenant très près de découvrir qui. Plus tard dans la soirée, Gilles fut retrouvé dans la salle de billard, un verre à la main, les yeux injectés de sang. Le cliquetis des boules sur la table avait un rythme inégal et désespéré. Poirot s'approcha. « Pardonnez-moi, monsieur, j'ai une dernière question. »« Fais vite, marmonna Gilles. Dans sa lettre,
Charlotte parlait de quelqu'un dont elle craignait qu'il le dise à son père. Crois-tu que ce soit toi? Gilles releva brusquement la tête. Quoi? Tu as dit un jour l'avoir vu rencontrer quelqu'un qu'elle n'était pas censée rencontrer. Tu l'as peut-être confronté. Je l'ai fait, admit-il au bout d'un moment. Je lui ai dit qu'elle était stupide, qu'elle allait se ruiner et nous ruiner. Je ne savais pas qu'elle était en danger. Tu l'as dit à ton père? Non, j'ai menacé, mais je n'ai jamais mis ma menace à exécution. Je pensais qu'elle reprendrait ses esprits. Poirot l'observa attentivement, et quand elle est morte, je pensais qu'elle était peut-être tombée, ou peut-être que c'était un suicide. Je ne voulais rien croire d'autre. Vous avez porté la culpabilité, dit doucement Poirot. Oui, et je le fais toujours. Poirot hocha lentement la tête. Mais la culpabilité, monsieur Winter, n'est pas la même chose que la culpabilité d'un crime. Le regard de Gilles croisa le sien. Tu dis que tu penses que je ne l'ai pas tué? Poirot esquissa un léger sourire. Je dis que je crois que ta culpabilité réside dans ce que tu as omis de faire et non dans ce que tu as fait. Le lendemain matin, le temps s'améliora. Une légère brume s'élevait des haies et l'air portait la promesse humide du printemps. Poirot et Hastings prirent leur petit déjeuner seuls. Le reste de la maison demeurait étrangement silencieux. À 10 heures, on frappa à la porte. C'était Parson, le majordome, qui annonçait l'arrivée de M. Alan Parr. Il entra dans la pièce d'un pas raide. C'était un homme d'une 50aine d'années, large d'épaules et vêtu simplement. Ses mains étaient calleuses, son expression était réservée. « Vous m'avez envoyé chercher, monsieur ?»« Oui, » dit Poirot chaleureusement. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Alan l'a fait. « Vous avez travaillé ici l'été où Charlotte Winter est morte. »« Oui. »« Tu la connaissais bien ?» Il hocha lentement la tête. Mieux que quiconque ne l'aurait souhaité. « Il y avait des rumeurs, » dit prudemment Poirot, « d'une histoire d'amour, des lettres échangées. » Alan serra les lèvres. Ce n'était pas juste une histoire d'amour. C'était sérieux. Elle parlait de quitter cet endroit, de prendre un nouveau départ. J'étais partant. Elle aussi. Mais quelque chose a changé. Oui. Il se pencha en avant, la voix basse. Elle a découvert qu'on se servait d'elle, que quelqu'un de proche la manipulait, la nourrissait de mensonges à mon sujet, essayait de la monter contre moi. Savez-vous qui? Alan hésita. Je m'en doutais, mais je n'avais aucune preuve, et puis elle est partie. Poirot hocha la tête, et après sa mort, ils m'ont laissé partir. Discrètement, ils ont dit qu'il n'y avait plus de place pour moi ici. Quelqu'un t'a-t-il menacé? Seulement par le silence, dit Alan avec amertume. Il voulait tout enterrer, son nom, son histoire, tout. Poirot l'observa. Et tu n'es jamais revenu? Le regard d'Alan se durcit. Pas avant maintenant. Cet après-midi-là, Poirot demanda un rassemblement au salon. La famille se rassembla lentement. Arabella, posée mais pâle, Gilles, maussade et anxieux, Olivia, vigilante et silencieuse, et Alan, debout à l'écart près de la fenêtre. Poirot se tenait près de l'âtre. « Mes amis, commença-t-il, nous sommes proches de la vérité, mais avant qu'elle ne soit dite à voix haute, je dois offrir une chance, un moment seulement, au coupable de s'exprimer. » Silence. Le feu siffla. Une bûche bougea. Poirot poursuivit. Charlotte Winter n'est pas tombée. Elle n'était pas suicidaire. Elle a laissé une lettre exprimant clairement sa crainte d'être réduite au silence. Et elle l'a laissée dans le labyrinthe du jardin, sur le piédestal où se trouvait autrefois sa statue. Un mémorial secret pour un crime secret. Arabella haleta doucement.
Je connais maintenant le mobile, dit Poirot. Ce n'était pas simplement de l'amour, c'était de l'argent. L'héritage devait être partagé équitablement jusqu'à ce que Charlotte apprenne l'existence d'un testament modifié, un testament qui aurait largement favorisé l'un de vous. Elle avait l'intention de le révéler, c'est pourquoi elle a été tuée. Gilles se leva. Qui donc? Qui aurait pu faire ça? Les yeux de Poirot parcoururent la pièce. Avant de répondre, je vais poser une dernière question. Vont-ils parler? Et puis Olivia, elle se leva lentement. Je ne voulais pas que ça arrive, murmura-t-elle. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle a dit qu'elle parlerait de moi à Père, que j'avais contrefait la signature du codicille, que j'avais manipulé les dates. Je l'ai suppliée de ne pas le faire, mais elle était furieuse. Elle a couru vers le labyrinthe. Je l'ai suivie. J'ai essayé de l'en empêcher. Elle pleurait maintenant. Je l'ai poussée. Je ne voulais pas pousser si fort. Elle est tombée. J'ai paniqué. Je l'ai laissée là. Je n'aurais jamais cru que ça irait aussi loin. Poirot s'avança et lui prit doucement les mains. C'est fini, mademoiselle. La vérité est enfin là. Et la tempête, longtemps contenue, commença à passer de Winter Hall. Chapitre 7. Le poids de la vérité. La confession flottait dans l'air comme une fumée, étouffante, pesante, indéniable. Les mots d'Olivia étaient tombés doucement, mais leur impact avait brisé l'atmosphère de Winter Hall comme un coup de tonnerre. Gilles était figé, la mâchoire serrée. Arabella était devenue pâle comme la mort, et Alan Parr fixait Olivia d'un regard indéchiffrable, un mélange de tristesse, d'incrédulité et peut-être de quelque chose de plus sombre. Poirot, toujours sensible aux tremblements émotionnels d'une pièce, ne laissait le silence durer qu'un certain temps. « Merci, mademoiselle Olivia, » dit-il doucement. « Il faut beaucoup de courage pour dire la vérité quand elle est douloureuse. » Olivia s'affala sur une chaise, les mains tremblantes sur ses genoux. « Je n'ai jamais voulu la tuer, » répéta-t-elle d'une voix ténue. « Je voulais juste l'empêcher de tout gâcher. » Arabella prit enfin la parole. « Tu as falsifié le testament de Père ?» Olivia, pourquoi? Les yeux d'Olivia se remplirent de larmes. Parce que j'étais désespérée. Tu as toujours été l'héritière. Tout était toujours pour toi ou Charlotte. Gilles avait sa vie, mais moi, je n'étais qu'un ornement, la petite discrète de Père, son ombre. Quand j'ai vu le testament original, j'ai su que je n'aurais jamais d'avenir. Je ne pensais même pas que cela aurait d'importance jusqu'à ce que Charlotte l'apprenne. Poirot hocha lentement la tête. Vous craignez non seulement qu'elle révèle votre faux, mais aussi qu'elle rétablisse le partage initial de l'héritage. Vous perdriez tout. J'ai essayé de lui parler. Je l'ai suppliée de ne rien dire. Elle m'a dit qu'elle ne se laisserait pas faire par moi, qu'elle irait voir Père le lendemain. Alors tu l'as suivie jusqu'au labyrinthe. Olivia se couvrit le visage. Je ne pensais pas qu'elle allait mourir. Je pensais qu'elle allait tomber, peut-être se tordre la cheville, être retardée. Je n'aurais jamais cru. Elle s'est cognée la tête contre le rebord en pierre du bassin, dit doucement Poirot. Elle est morte sur le coup. Hastings, debout à l'arrière-plan, avait l'air sombre. Et tu l'as laissée là? Olivia hocha la tête. Poirot se tourna vers les autres. Et personne n'a remis cela en question. Le coroner a conclu à un accident. Aucune lettre ne le contredisait, car mademoiselle Olivia l'avait emporté de la chambre de Charlotte avant que quiconque ne puisse la trouver. Sauf qu'elle n'a pas trouvé l'autre lettre, celle que Charlotte avait déposée sur le piédestal du labyrinthe, au cas où il lui arriverait quelque chose. La voix d'Alan Parr, rauque à cause du silence, résonna dans la pièce. Et on m'a accusé, on m'a chuchoté, on m'a lâché dans la honte. Poirot se tourna vers lui. « Vous étiez commode, monsieur.
La famille a pu préserver son image et Olivia, qui prétendait vous avoir vu avec Charlotte ce soir-là, était la seule à pouvoir fournir un récit clair. Olivia grimaça. « J'ai menti, murmura-t-elle. Je n'ai jamais vu Alan ce soir-là. » Arabella resta assise, stupéfaite, silencieuse. Je ne sais pas quoi dire. Poirot prit une grande inspiration et se dirigea vers l'âtre. La justice, mes amis, n'est pas toujours rendue uniquement par les tribunaux. Parfois, il faut la faire sortir de l'ombre avec douceur, puis avec clarté. Gilles, resté silencieux jusque-là, parla avec effort. Que va-t-il se passer ensuite? Ça dépend, dit Poirot, de mademoiselle Olivia. Plus tard, dans l'après-midi, l'ambiance à Winter Hall était calme et sereine, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé le poids de la confession. Olivia resta dans sa chambre sous la surveillance d'Arabella, tandis que Poirot arpentait le long couloir. Hastings le rejoignit. Elle a avoué. Ça devrait être la fin. Poirot secoua la tête. Ce n'est jamais aussi simple. Une confession éclaircit le mystère, certes, mais elle n'absout pas le fardeau. Elle ne restaure pas non plus ce qui a été perdu. Charlotte est toujours morte, et maintenant, une autre vie est en ruine. Mais elle mérite sûrement d'être punie. Ah, mais c'est là que justice et châtiment diffèrent, mon ami. La culpabilité d'Olivia est sincère. Elle n'a pas agi par malveillance, mais par peur. Les tribunaux peuvent faire preuve d'indulgence, mais sa conscience n'en fera pas preuve. Ils s'arrêtèrent devant la grande fenêtre donnant sur le labyrinthe en contrebas. Les haies taillées formaient des boucles silencieuses. Le piédestal était désormais découvert. La statue brisée avait été retirée depuis longtemps. Le regard de Poirot était pensif. C'était le symbole parfait, non? Un labyrinthe de jardin, magnifique à l'extérieur, mais à l'intérieur, confusion, piège, et au centre, la vérité, exactement comme Charlotte l'avait prévu. Hastings lui jeta un coup d'œil. « Tu crois qu'elle savait qu'elle risquait de ne pas survivre à la confrontation ?» Poirot hocha lentement la tête. « Oui, elle a senti le danger. » D'où la lettre. D'où ces derniers mots, cachés, préservés. Une miette de pain pour nous guider jusqu'ici. Ce soir-là, Poirot était assis avec Alan Parr dans la bibliothèque. Le feu était faible, projetant de longues ombres. « Je vous dois des excuses, monsieur, » dit gravement Poirot. « Il est vrai que je vous ai parfois soupçonné. Vous étiez trop proche de la tragédie pour échapper à mon examen. » Alan hocha la tête. « Je comprends. Resteras-tu au village ?» Il esquissa un léger sourire. « Je n'ai pas encore décidé. Je ne sais pas si rester apportera la guérison ou juste plus de souffrance. Il y a du travail à faire ici, » dit doucement Poirot. « Pas seulement restaurer les jardins, mais peut-être restaurer la vérité, si les Winters le permettent. » Alan regarda les flammes. Charlotte a toujours dit qu'elle voulait que le labyrinthe soit un lieu de clarté, un espace pour réfléchir, pour ressentir. Peut-être que je resterai, finir ce qu'elle a commencé. Poirot sourit. Ce serait tout à fait approprié. À l'étage, Olivia était assise avec Arabella, les mains jointes sur ses genoux. Elle était restée silencieuse presque toute la soirée, mais sa voix s'éleva timidement. « Me détesteras-tu pour toujours ?» Arabella la regarda un long moment. « Non, je ne pense pas avoir la force de te haïr, mais je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je sais. » Arabella se pencha en avant. « Tu dois te manifester auprès des autorités. Si tu essaies de te cacher derrière ta famille, ça ne fera qu'empirer. »« Je le ferai, » dit Olivia. « Demain. » Arabella tendit la main et la prit. Alors, il y a encore de l'espoir. Le lendemain matin, Poirot et Hastings s'apprêtaient à quitter Winter Hall. L'orage s'était enfin calmé, laissant le domaine baigné d'un doux soleil. Un parfum de terre humide et de printemps naissant s'infiltrait par les fenêtres ouvertes. Alors qu'ils attendaient
dit-il d'un ton sec. Poirot incline la tête. De rien. Je ne voulais rien croire de tout ça. À propos d'Olivia, à propos de Charlotte. Mais tu avais raison. On a tous choisi le silence parce que c'était plus facile. Le silence est souvent le plus grand complice de la tragédie, répondit Poirot. Mais il n'est jamais trop tard pour parler. Il regarda une dernière fois le labyrinthe. Ses murs verts brillaient de rosée, le piédestal au centre, désormais un monument silencieux dédié au dernier message d'une sœur. La vérité est connue maintenant, dit doucement Poirot, qu'on ne l'enterre pas à nouveau. Sur ce, Hastings et lui montèrent dans la voiture, et le moteur ronronna. Alors qu'ils démarraient, l'image de Winter Hall, ses vitres étincelantes, ses murs de pierre striés de lierre, s'éloigna derrière eux. Poirot ajusta ses menottes. Il y a quelque chose d'uniquement tragique dans les crimes nés de la peur, dit-il. Ce sont les crimes les plus humains et les plus évitables. Hastings hocha la tête. Au moins, Charlotte a été entendue, finalement. Poirot esquissa un petit sourire triste. Oui, mon ami, le labyrinthe ne cache plus la vérité. Chapitre 8. Ombre sous le lierre. Winter Hall pouvait paraître paisible sous le faible soleil matinal, mais Poirot sentait l'agitation sous son vernis fraîchement ciré. Les couloirs résonnaient faiblement, comme si la maison elle-même exhalait un soulagement à l'idée que la vérité de Charlotte refasse enfin surface. Pourtant, le mystère n'était pas entièrement dissipé. Quelque chose tiraillait encore l'instinct de Poirot, un fil tendu, non encore démêlé. Hastings, cependant, semblait satisfait en sirotant son thé matinal dans la bibliothèque. « Eh bien, je dirais que c'est presque tout, n'est-ce pas, Poirot ?» Poirot, debout près de la baie vitrée, les mains jointes dans le dos, ne répondit pas immédiatement. Son regard perçant scruta le labyrinthe du jardin en contrebas. « Presque, oui, mais pas entièrement. Il reste quelque chose d'insatisfaisant dans l'image qu'on nous a donnée. » Hastings fronça les sourcils. « Tu veux dire que les aveux d'Olivia n'étaient pas complets ? » ?»« Non, mon ami. Je crois qu'elle a dit la vérité, du moins en ce qui concerne sa propre culpabilité. Mais certaines pièces du puzzle ne s'assemblent pas parfaitement. Les motivations se recoupent de manière étrange, et mademoiselle Charlotte n'était pas la seule à détenir des secrets. » Poirot se tourna vers Hastings et lui tapota légèrement la tête. « Il y a un rythme dans la vérité, Hastings, une harmonie. Même une seule note est désaccordée, elle trouble l'oreille. J'entends encore la discorde. » Avant qu'Hastings puisse répondre, la porte s'ouvrit et Arabella entra. Son visage était calme, mais son regard trahissait des heures d'insomnie. « L'inspecteur March est là, » dit-elle doucement. « Il parle à Olivia. »« Bon, » dit Poirot, « il est temps. » Ils suivirent Arabella jusqu'au salon où l'inspecteur March était assis à côté d'une Olivia pâle mais posée. Les mains jointes sur ses genoux, la voix posée, elle racontait à nouveau ce qui s'était passé cette nuit d'orage. Arabella se tenait juste derrière elle, sentinelle silencieuse. Poirot attendit que l'inspecteur ait terminé ses formalités, puis s'avança. « Pardonnez-moi, inspecteur, mais puis-je vous poser quelques dernières questions ?» Mars hocha brièvement la tête. « Soyez mon invité, monsieur Poirot. » Poirot se tourna vers Olivia. « Mademoiselle, je souhaite vous interroger à nouveau sur les événements de cette soirée, mais avec une attention particulière aux détails. Vous avez dit avoir suivi Charlotte dans le labyrinthe uniquement pour la retarder. »« Oui, » dit Olivia d'une voix chuchotée. « Je me suis disputée avec elle. Elle a tourné le dos pour partir et je l'ai poussée. » Poirot pencha la tête. « Tu l'as poussée par colère ou par peur ?» Elle hésita. « La peur. J'étais paniquée. Et après, vous êtes rentré immédiatement à la maison ?» Elle hocha la tête. « Oui, je me suis faufilée par le côté ouest pour que personne ne me voie.
Je suis allé directement dans ma chambre. Tu n'as parlé à personne, même pas à ton père? Olivia parut perplexe. Non. Pourquoi le ferais-je? L'expression de Poirot restait indéchiffrable. Et la lettre que Charlotte avait écrite, pourquoi ne l'as-tu pas détruite immédiatement? Au début, je ne voulais pas le prendre, mais quand je l'ai vu sur son bureau, j'ai paniqué, je l'ai déchiré et brûlé dans la cheminée. Poirot hocha légèrement la tête. Merci, ça suffira pour l'instant. L'inspecteur March ferma son carnet. Je vais remettre un rapport au procureur de la couronne. Les aveux auront du poids. Selon le juge, une plaidoirie pour homicide involontaire pourrait bénéficier d'une certaine clémence. Arabella posa une main sur l'épaule d'Olivia. La jeune femme tressaillit, mais ne s'écarta pas. Poirot et Hastings se retournèrent dans le couloir où l'odeur du cirage se mêlait à l'air printanier par les fenêtres ouvertes. Hastings expira. « Tu penses toujours qu'il manque quelque chose ?» Poirot hocha lentement la tête. « Oui. La scène était trop ordonnée, Hastings, trop commode. Et il y a une question à laquelle je n'ai pas encore répondu de manière satisfaisante. »« Lequel ? Pourquoi Charlotte était dans le labyrinthe ?» Hastings cligna des yeux. « Eh bien, vous avez dit qu'elle laissait la lettre sur le piédestal. Elle la cachait au cas où il lui arriverait quelque chose. En effet, mais elle aurait pu le faire bien plus tôt dans la journée. Pourquoi à ce moment précis? Pourquoi pendant la tempête ?» Poirot se tourna vers Hastings. « Elle a été convoquée, mon ami. Quelqu'un l'a attirée là délibérément. Quelqu'un qui savait qu'elle commençait à se méfier. Olivia admet l'avoir suivie, mais pas l'avoir attirée. » Hastings fronça les sourcils. « Alors quelqu'un d'autre a organisé la rencontre dans le labyrinthe. Mais qui et pourquoi ?» Les yeux de Poirot se plissèrent. « C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. » Cet après-midi-là, Poirot demanda à visiter une dernière fois la chambre de Charlotte. Arabella l'accompagna, bien que son visage trahît une anxiété grandissante. « J'ai déjà fouillé dans ses affaires, » dit-elle doucement. « On l'a tous fait après l'enterrement. Néanmoins, mademoiselle, parfois les choses ne se révèlent qu'à un regard neuf. La pièce était rangée, presque telle que Charlotte l'avait laissée. Une légère odeur de son parfum flottait encore dans l'air, florale, affirmée. Poirot se déplaçait lentement, méthodiquement, ses doigts effleurant les bords des livres, les poignées des tiroirs, les cadres. Il s'arrêta au bureau. « Ce tiroir, » dit-il soudain en désignant le coin supérieur gauche. « Il colle. » Arabella haussa les sourcils. « Ça a toujours fait ça. » « Mais non, » dit Poirot en s'agenouillant. « Regarde, il a été huilé récemment. Tu vois les résidus ?» Il ouvrit prudemment le tiroir, révélant une pile de papiers et de correspondances. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce qu'il retourne une feuille volante et découvre, coincée entre les pages, une fine feuille de parchemin pliée en deux. Il l'ouvrit, parcourut le contenu et ses yeux s'illuminèrent. « Mademoiselle Arabella, dit-il doucement, auriez-vous la gentillesse de me dire qui est Elspeth ?» Arabella resta figée. Elspeth était notre gouvernante. Il y a des années, elle a été renvoyée. Sur ordre de qui? Du père. Pourquoi? Il y a eu un incident. Quelque chose à voir avec Charlotte. Père ne nous a jamais tout dit. Poirot hocha la tête et releva la lettre décolorée. Ceci est de Charlotte pour Elspeth. Elle la remercie d'avoir confirmé quelque chose à propos de sa naissance. Arabella resta bouche bée. Sa naissance? Oui, dit doucement Poirot. Il semble que Charlotte avait des raisons de croire qu'elle n'était pas du tout la fille d'Edward Winter. Arabella tituba en arrière et attrapa le montant du lit. Qu'est-ce que tu racontes? Que Charlotte n'était pas l'héritière par le sang, et elle avait découvert la vérité quelques semaines seulement avant sa mort. 1 heure plus tard,
Poirot se tenait dans le salon, tous les membres de la famille réunis à nouveau devant lui. « Je vous ai tous convoqués ici, a-t-il dit, car il y a une vérité ultime à partager. Une vérité qui pourrait expliquer la mort de Charlotte Winter, non seulement à cause de la peur d'Olivia, mais parce que quelqu'un d'autre avait plus à perdre. » Il se tourna vers Arabella. « Ta mère, Eleanor Winter, a eu une liaison. Charlotte en est le résultat. Edward Winter ne l'a jamais su, bien plus tard, peut-être même pas à ce moment-là. » Des halètements résonnèrent dans la pièce. Gilles parut abasourdi. Olivia se couvrit la bouche. Poirot brandit la lettre. Charlotte a confirmé ses soupçons auprès d'Elspeth, votre ancienne gouvernante. Elle a conservé cette lettre avec l'intention de s'en servir comme moyen de pression, sans doute. Peut-être pour défendre sa position d'héritière, si elle craignait que sa paternité puisse être utilisée contre elle. La voix d'Arabella était rauque. « Elle ne me l'a jamais dit, parce qu'elle n'était pas sûre de ta réaction. Mais quelqu'un d'autre le savait, ou l'avait deviné, et cette personne l'a attiré dans le labyrinthe. » Il tourna son regard vers Giles. « Vous aviez le plus à perdre, monsieur Giles. Si Charlotte était illégitime, la succession pourrait vous revenir. Mais si elle le savait et avait l'intention de le révéler, vous pourriez tout perdre. » Giles recula, le visage pâle. « C'est absurde. Je ne l'ai pas attiré. J'étais en ville ce soir-là. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Pourtant, le jardinier jure t'avoir vu près du labyrinthe au crépuscule. Tu es rentré tôt, n'est-ce pas ?» Les poings de Gilles se serrèrent. « Tu n'as aucune preuve. »« Non ?» Poirot brandit un petit objet, un bouton de manchette en argent, trouvé près du miroir d'eau, gravé à vos initiales. Vous l'avez laissé tomber, monsieur, lors de votre altercation avec Charlotte. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La voix de Poirot était calme. « Vous ne l'avez pas tuée directement, mais vous l'avez effrayée. Elle a couru, trébuché. Vous l'avez laissée là, et Olivia l'a retrouvée quelques minutes plus tard, déjà morte. Elle a pensé que c'était sa faute. » Gilles tomba sur une chaise, le visage blême. « Vous êtes tous deux responsables, l'un par ses actes, l'autre par son silence. » Hastings expira lentement. « Mon Dieu !» Poirot hocha gravement la tête. Le labyrinthe a livré tous ses secrets. Maintenant, il faut rendre des comptes. Chapitre 9. Le dévoilement des masques. Cet après-midi-là, la pluie revint avec un léger crépitement, projetant des filets d'eau sur les vitraux de Winter Hall. À l'intérieur, l'atmosphère restait glaciale, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Arabella s'était retirée après les révélations du salon. Son absence était flagrante. L'écho de ses pas précipités dans le couloir résonnait encore dans les oreilles de Poirot. Olivia, autrefois apaisée par ses aveux, semblait à nouveau perdue, à la dérive dans un océan de trahison et de chagrin. Gilles était assis, raide, dans un fauteuil à haut dossier, le visage gris et fermé, les bras croisés comme pour contenir ce qui lui restait de dignité. Hastings rompit le silence. « Je n'aurais jamais imaginé ça, » dit-il doucement à Poirot alors qu'il se tenait près de la cheminée. « Je pensais que Gilles était un peu un goujat, certes, mais un meurtrier. »« Pas un meurtrier, » corrigea Poirot. « Du moins, pas intentionnellement. Mais il est devenu quelque chose d'aussi dangereux, un opportuniste à l'ombre d'un secret. » Hastings fronça les sourcils. « Et Olivia ? Elle pensait avoir commis le pire, » dit Poirot. « Mais elle s'était retrouvée au beau milieu du crime d'un autre homme. Sa culpabilité, bien que réelle, n'est pas la cause profonde de la mort de Charlotte. Le puzzle est presque terminé, Hastings, mais pas tout à fait. Il reste une dernière pièce que je dois voir par moi-même. Encore un morceau? Après tout ça? »
Poirot esquissa un sourire crispé. Oui, mon ami, il y a toujours un dernier fil, une ultime tromperie, aussi petite soit-elle, qui ouvre tout. C'était juste avant le crépuscule lorsque Poirot invita la famille à se réunir à nouveau. La salle à manger avait été préparée avec du café et du madère, mais l'ambiance était funèbre. Arabella était revenue, son calme retrouvé, même si ses yeux rouges trahissaient son sort. Olivia était assise à côté d'elle, en retrait, les mains froides et immobiles sur la table. Gilles, seul, refusait le café, le regard noir. Poirot se tenait à la tête de la table comme s'il dirigeait un orchestre. « Je vous remercie tous d'avoir supporté mes intrusions, » commença-t-il. « Mais je vous promets qu'à la fin de cette soirée, la vérité vous sera dévoilée dans son intégralité. Fini les demi-aveux, fini les illusions, on commence. » Personne ne parlait, mais leur silence lui donnait une permission. « Revenons au labyrinthe, » dit Poirot. Charlotte s'y est rendue, comme nous le savons maintenant, après avoir reçu un message, mais pas un message écrit par Olivia. Non, c'est Gilles qui a rédigé le message d'une main déguisée. Gilles resta impassible, mais sa mâchoire se serra. Il a organisé la rencontre avec Charlotte, se faisant passer pour Arabella et prétendant avoir appris quelque chose sur son héritage. Son intention, je crois, était simplement de la faire taire par la peur. Poirot se déplaçait lentement derrière les chaises tandis qu'il parlait, sa voix douce et délibérée. Mais ce que Gilles ignorait, c'est qu'Olivia l'observait aussi, qu'elle aussi avait commencé à se méfier. Elle avait suivi Charlotte, entendu la dispute et tout compris de travers. Dans la panique qui s'ensuivit, elle crut avoir poussé Charlotte à la mort. Olivia retint son souffle et regarda Poirot d'un air sévère. « Mais si, elle est tombée quand je l'ai touchée. »« Je l'ai touchée, oui, » dit doucement Poirot, mais elle était déjà blessée. Les ecchymoses autour de sa tête n'étaient pas compatibles avec une chute dans l'herbe. Elles étaient apparues plus tôt, près du socle de pierre au centre du labyrinthe. Gilles l'avait affrontée là. « Je ne l'ai pas poussée, » rétorqua Gilles. « On s'est disputé, oui. Je l'ai attrapée par le bras. Elle s'est écartée et s'est cognée la tête. J'ai paniqué. » Poirot leva la main. « Et dans la panique, tu l'as laissée là. Vivante peut-être, mais blessée. Tu n'es pas resté pour voir. C'était ta plus grande erreur. » Gilles détourna le regard. Et Olivia, poursuivit Poirot, entra quelques instants plus tard. Elle trouva Charlotte par terre. Lorsqu'elle tendit la main pour l'aider, le corps de Charlotte se transforma, sans vie. Olivia pensa que c'était elle qui avait tout fait. Elle s'enfuit, terrifiée, et garda le secret. Cela la hantait. Hastings regarda Olivia, son expression s'adoucissant. « Mon Dieu, » dit-il doucement, « elle n'en était absolument pas la cause. » Poirot marqua une pause. « Mais voici le dernier élément, mes amis. La lettre. » Arabella leva les yeux. « Celle qu'elle a écrite à l'avocat. »« Non, » répondit Poirot en sortant une feuille pliée de sa poche de poitrine. Une lettre qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'envoyer. Une lettre retrouvée derrière un faux panneau dans son secrétaire. Datée de la veille de sa mort. Elle vous était adressée, mademoiselle Arabella. La main d'Arabella tremblait légèrement. « À moi ?» Poirot déplia la page et lut à haute voix. « Très chère Arabella, je ne sais pas comment te l'annoncer, alors je préfère t'écrire. J'ai découvert quelque chose de choquant à mon sujet. Je ne suis pas la fille de notre père, du moins pas par le sang. Je m'en suis toujours douté et Elspeth me l'a confirmé. Cela ne change rien pour moi, mais je crains que cela ne change tout pour toi. J'ai pris des dispositions au cas où je devrais quitter Winter Hall. Mais sache que je ne t'ai jamais considérée autrement que comme ma sœur. Mon cœur est à toi pour toujours. Amour, Charlotte. » Arabella regarda la table, immobile. « Elle allait te le dire, » dit doucement Poirot. « Pour te dire la vérité, quel qu'en soit le prix, elle l'avait accepté, mais elle avait peur de ce que cela pourrait signifier pour la famille et pour sa place au sein de celle-ci. » Arabella leva les yeux,
la voix rauque. Je ne l'aurais jamais rejeté. Jamais. Poirot incline la tête. Je te crois. Un long silence s'ensuivit, rempli uniquement par le tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir. Plus tard dans la soirée, Poirot et Hastings parcoururent à nouveau les couloirs silencieux de Winter Hall. La pluie avait cessé, mais l'air était lourd d'humidité et de mélancolie. Elle était courageuse, dit Hastings doucement. Charlotte, affronter ce qu'elle avait découvert et vouloir continuer à protéger les autres. C'était la plus forte d'entre eux, acquiesça Poirot, et finalement c'est la peur et non la malveillance qui a conduit à sa mort. Giles craignait d'être démasqué, Olivia craignait le châtiment, et la peur, Hastings, est souvent un mobile bien plus dangereux que la haine. Et Arabella. Poirot esquissa un léger sourire. Elle a beaucoup perdu, mais elle se reconstruira. Elle a aussi de la force. Ils s'arrêtèrent près du grand escalier. Poirot leva les yeux vers le couloir sombre qui s'étendait au-delà. « J'ai écrit au notaire, dit-il. Je soupçonne que la lettre de Charlotte lui est déjà parvenue. Avec ses aveux et la culpabilité erronée d'Olivia clarifiée, je pense que la question de l'héritage sera rouverte. Arabella pourrait bien voir sa justice rendue. » Hastings fronça les sourcils. « Et Giles ?» Poirot soupira. « C'est à la justice d'en décider. Que ces actes constituent un homicide involontaire ou une simple faute morale, le tribunal le déterminera. J'imagine qu'il devra au moins en subir les conséquences. » Ils restèrent silencieux un moment de plus, les échos du passé s'éloignant derrière eux. Poirot redressa ses menottes. « Viens, Hastings, nous avons bien mérité notre repos. »« Tu ne vas pas faire un de tes discours théâtraux ?» taquina Hastings. Poirot esquissa un sourire modeste. « Non, cette tragédie a suffisamment parlé d'elle-même. Le labyrinthe du jardin gardait précieusement ses secrets, mais à la fin, la vérité, telle la première floraison printanière, a trouvé son chemin vers la lumière. » Chapitre 10. Le jardin en fleurs. Le printemps est arrivé tôt à Winter Hall. La neige qui avait recouvert le domaine une semaine plus tôt avait fondu, laissant le sol détrempé mais vert, avide de verdure. Les crocus poussaient obstinément dans la terre humide et les bourgeons tremblaient le long des branches squelettiques des ifs bordant ce labyrinthe de jardins autrefois imposant. Dans la douce lumière d'avril, le domaine ressemblait moins à un lieu de tragédie qu'à un lieu de renaissance tranquille. Dans le salon, Hercule Poirot se tenait devant les fenêtres, une tasse de café noir à la main, contemplant le jardin qui avait caché tant de secrets. Derrière lui, le capitaine Hastings, assis dans l'un des fauteuils fleuris, lisait le courrier du matin. Seul le craquement du journal et le bruissement des enveloppes le permirent de dire « Il semble que l'enquête se soit déroulée comme vous l'aviez prévu. Giles ne sera pas inculpé de meurtre, mais le tribunal a clairement indiqué qu'il devra répondre d'entrave à la justice. » Poirot hocha la tête, mais ne quitta pas la fenêtre du regard. C'est une punition légère compte tenu de ce que sa panique a failli provoquer. Pourtant, la justice prend de nombreuses formes, Hastings. Pour certains, la prison n'est qu'un instant. Pour d'autres, une vie de honte. Et Arabella ? Elle hérite comme prévu, a déclaré Poirot, bien qu'elle ait fait savoir qu'elle ferait don d'une partie de sa succession au nom de Charlotte, rien que pour financer des bourses d'études pour les jeunes filles défavorisées, un hommage mérité. Hastings mit le journal de côté et observa Poirot. « Tu n'as pas l'air satisfait, mon vieux. » Poirot se retourna, le regard pensif. « Je suis satisfait, mon ami, mais pas indemne. Cette affaire m'a rappelé que même parmi ceux qui paraissent forts et honnêtes, il existe des secrets qui blessent plus profondément que la lame, et que la culpabilité, une fois égarée, peut détruire une âme aussi sûrement que le crime. »
Hastings réfléchit à cela. Olivia a l'air d'aller mieux maintenant, au moins. Depuis que la vérité a éclaté, elle a recommencé à manger. Je l'ai même entendu rire hier, un peu, mais quand même. Poirot sourit faiblement. Elle a bénéficié d'une seconde vie, Hastings. Ce poids enlevé de ses épaules lui a redonné l'espace nécessaire pour respirer. Ah, mais ne prétendons pas que cette histoire n'a coûté rien. Charlotte Winter n'est toujours pas là. Son génie, son courage n'ont pas suffi à la sauver des échecs des autres. Il posa sa tasse et ajusta ses menottes. Et pourtant, je crois qu'elle aurait été contente de savoir que la vérité n'était pas enterrée avec elle. On frappa à la porte. Elspeth, la vieille gouvernante, jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Mademoiselle Winter aimerait vous voir tous les deux dans le jardin, si cela vous convient. » « Dans le jardin ?» Hastings cligna des yeux. « Tu veux dire le labyrinthe ?» Poirot haussa les sourcils. « Mais oui, comme c'est approprié. » Le labyrinthe du jardin, autrefois entouré de policiers et de rubans jaunes, ne portait plus aucun signe de son ancienne menace. Ses haies étaient taillées, ses allées de gravier ratissées, et le soleil couchant brillait d'une lueur dorée à chaque tournant. Arabella se tenait à l'entrée du labyrinthe, vêtue d'une robe bleu pâle, les mains soigneusement jointes devant elle. Son visage, toujours calme, exprimait désormais une douceur absente depuis leur arrivée. « Messieurs, les salua-t-elle, j'ai pensé que vous voudriez peut-être parcourir le labyrinthe une dernière fois. » Poirot pencha la tête. « Un dernier tour dans le labyrinthe, pour réfléchir peut-être. » Arabella hocha la tête. « Ça me semble bien. » Charlotte adorait cet endroit, même si cela lui faisait peur. Ils entrèrent tous les trois, les haies s'élevant autour d'eux, tels les murs verdoyants d'une cathédrale. Le silence du labyrinthe était profond, troublé seulement par le craquement de leurs pas et le chant occasionnel d'un rouge-gorge. À chaque tournant, Poirot s'arrêtait, étudiant la géométrie des sentiers, comme s'il cherchait encore à déchiffrer un message symbolique. « Tu sais, » dit Arabella au bout d'un moment, « je voyais ce labyrinthe comme une prison, un truc construit pour embrouiller et piéger, mais je crois que Charlotte le voyait différemment. »« Oh » dit Hastings, « elle voyait ça comme un défi, une énigme avec sa propre logique. Elle m'a dit un jour, le secret d'un labyrinthe, ce n'est pas d'être malin, c'est d'être patient. » Arabella sourit faiblement. « J'aurais aimé m'en souvenir plus tôt. » Ils atteignirent enfin le centre, le cœur même du labyrinthe. Le socle de pierre, jadis souillé par la tragédie, avait été nettoyé. Une nouvelle composition de lys blanc y avait été placée, une simple plaque désormais incrustée à sa base. À la mémoire de Charlotte Winter, fille, sœur, chercheuse de vérité, que le labyrinthe ne la fasse plus jamais taire. Poirot resta silencieux devant lui, puis retira son chapeau et fit un profond signe de tête. « Elle était courageuse, » dit-il doucement. « Affronter ce qu'elle savait pouvoir bouleverser son monde. C'est le courage le plus rare, celui de l'honnêteté. » Arabella se tourna vers lui. « Et vous, monsieur Poirot, merci. Non seulement d'avoir résolu le mystère, mais aussi d'avoir sauvé la mémoire de Charlotte. »« J'ai fait ce qui était juste, » répondit Poirot. « La vérité, mademoiselle Winter, est une fleur qu'il faut soigner avec soin. Vous avez commencé ce travail. » Plus tard dans la soirée, Hastings et Poirot se préparèrent à partir. Leurs bagages étaient prêts et les grandes portes en chêne de Winter Hall étaient ouvertes sur la longue allée où la voiture les attendait. Arabella vint les saluer. Olivia se tenait à ses côtés, enveloppée dans un châle, l'air plus doux qu'auparavant. « Nous vous devons plus que nous ne pouvons le dire, » dit Arabella. « S'il vous plaît, si jamais vous souhaitez revenir. » Poirot sourit et s'inclina. « Winter Hall restera gravé dans ma mémoire, non seulement comme le lieu d'une tragédie, mais aussi comme celui d'une résilience. Et, ajouta Hastings avec un clin d'œil,
Votre café était bien au-dessus de la moyenne, ce qui n'est pas un mince compliment. Arabella rit doucement. Bon voyage, messieurs. Alors que la voiture s'éloignait, Poirot jeta un dernier regard à la grande maison. Les fenêtres baignaient la lumière de l'après-midi, le jardin s'étendait dans une promesse vibrante, et quelque part à l'intérieur, il imaginait Charlotte marchant à nouveau, intelligente, déterminée, pleine de vie. Hastings leva les yeux. Encore une affaire classée, hein, Poirot? Oui, mon ami, dit Poirot, mais pas seulement fermée, résolue, et il y a une différence. Oh? Clôturer une affaire, c'est la mettre sous clé, mais la résoudre, c'est rétablir l'équilibre, et c'est ce que nous avons fait ici. Il s'est penché en arrière sur son siège, tandis que les arbres passaient devant eux, leurs branches se balançant doucement. Tu vois, Hastings, murmura Poirot, le labyrinthe n'est pas si différent de la vie. Beaucoup de faux chemins, beaucoup d'impasses. Mais si l'on suit le schéma, si l'on écoute son cœur et, surtout, si l'on reste patient, on peut atteindre le centre. Hastings sourit. Et au centre? Poirot ferma les yeux. La vérité, mon ami, the truth,